bienvenue à vous dans ce temps d'échange consacré au réemploi, le réemploi comme solution pour réindustrialiser les territoires. C'est en tout cas l'un des objectifs, hein, l'une des pistes pour la Banque des territoires. La Banque des territoires accompagne donc les porteurs de projets et les collectivités dans leurs projets sociétaux, environnementaux et dans leurs développements territoriaux. Pour aller plus loin, en 2023, la Banque des territoires a également signé un nouveau partenariat avec l'Institut national de l'économie circulaire. Mais concrètement, eh bien, quels sont les projets accompagnés? Comment les accompagner? Eh bien, avec nous, pour en parler, 4 invités, un grand plateau pour cette dernière table ronde du Printemps des territoires. Avec nous, donc, Emmanuelle Ledoux, vous êtes directrice de l'Institut national de l'économie circulaire. On l'a dit, depuis 2023, un partenariat a été signé avec la Banque des territoires. On verra comment celui-ci se traduit. Bienvenue à vous. Avec nous également, à côté de moi, Maude Caruel. Vous êtes la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, chargée de l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire et la gestion, prévention des déchets. Avec vous, on verra combien le réemploi est devenu une véritable ligne directrice, hein, dans la politique de la région Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à vous. Avec nous également 2 entreprises dont le sens même est évidemment le réemploi. Emmanuel Auberger, vous êtes le président fondateur d'Usage, Usage qui propose des solutions industrielles pour le réemploi des emballages alimentaires. On verra avec vous que oui, Bonjour. le réemploi est possible. Bonjour à vous. Et puis enfin, avec nous également, Étienne Hirschauer, directeur général Ecoder. L'organisation reconditionne les outils informatiques sur 5 sites en France. Depuis le mois de janvier, vous avez ouvert votre capital à la Banque des territoires, d'où notamment votre présence. Bonjour à vous 4 et vraiment bienvenue. On va débuter avec vous, Emmanuelle Ledoux. L'heure n'est évidemment plus à convaincre, vous vous en doutez, et pourtant la société est encore dans une économie du jetable. Qu'est-ce qu'on appelle finalement le réemploi d'abord? Alors, oh là, le Ouais, sujet de la vous question. avez, Non, mais 2 alors, la minutes. définition du réemploi reste un vrai sujet, Ouais. en fait. Mais vous le disiez, effectivement, le temps, il est sans doute plus à la conviction sur ces questions-là. La conviction, on l'a eu, on va dire, il y a 4 ans, 4 ans et demi, avec la loi AGEC. Ça, c'était, voilà, le temps de la conviction, il était là. On a réussi à mettre ces sujets d'économie circulaire au sens large et donc aussi de réemploi au sens plus étroit, mais large quand même, parce que c'est pas simple, hein, mais ça, on en reviendra, au cœur du débat public. Mais là, alors, littéralement, j'en viens, enfin, vraiment, j'ai un truc. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, vous avez peut-être vu, il y a le bilan des 4 ans de la loi AGEC, hein, qui est sorti hier, présenté en commission du développement durable à l'Assemblée nationale, et présentations qui ont été faites à différentes reprises là, par les parlementaires. Et le constat principal qui porte, alors il y en a d'autres, hein, dans le cadre de ce rapport, c'est... la loi AGEC, ça a plutôt pas trop mal marché. On est enfin pas mal, il y a encore sans doute des choses, hein, il y a beaucoup de choses sur les questions de recyclage, sur les questions du réemploi. On a réussi à le mettre dans le débat public. Ça, pas de sujet. Par contre, on est encore loin des ambitions qui étaient portées déjà par la loi, mais de façon plus générale, les besoins qu'on a en matière de circularité de la matière, dès lors qu'on veut réussir tout, hein, nos objectifs de décarbonation, nos objectifs de pérennité de nos modèles économiques. Alors, ce qui fait qu'à ce stade, je n'ai absolument pas répondu à votre question. Alors, le réemploi. Donc, l'idée, en fait, ça se définit, c'est dans le cadre de... c'est un des R de l'économie circulaire. Vous savez, on peut fonctionner alors, entre 103 et 127 R en fonction du nombre de R qu'on compte. Mais l'idée, c'est de sortir de façon générale d'un modèle linéaire. J'extrais, je produis, je consomme, je jette. L'économie circulaire, c'est on extrait moins, on produit mieux, moins, on consomme mieux, moins là aussi. Et puis plutôt que de jeter ou d'envoyer nos déchets à Tataouine, eh ben, on essaye de déjà les faire durer, que ces déchets, ça ne devienne même pas des déchets, enfin, ça reste du produit. Donc là, on rentre dans la logique effectivement de réemploi. Après, en fonction des sujets, c'est pour ça le sujet de la définition, il mériterait un atelier à lui tout seul. Non, mais voilà, réparation, reconditionnement, il y a toujours cette idée de faire durer. Alors en fonction des produits, on va être vraiment dans une logique de réemploi. Bouteille, on réemploie, on nettoie, on fait repartir. Matériaux de construction, ça va être un peu différent. Mais en tout cas, l'idée, c'est l'étape avant recyclage. C'est-à-dire que souvent, on résume encore, parfois, alors pas vous qui êtes intéressé par ces sujets, mais évidemment, on résume l'économie circulaire au recyclage. L'économie circulaire, en fait, c'est surtout tous les R d'avant, la réparation, réemploi, reconditionnement, etc. etc. Donc déjà, c'est ça. Et c'est là, aujourd'hui, où les ambitions doivent être, et les ambitions, au-delà des ambitions, les actions, parce que là, on en est là. Le temps de la conviction, c'était les 4 ans et demi qui viennent de s'écouler. Là, c'est le temps de l'action. Donc, il faut voir comment on arrive à mettre les mesures, les moyens. On est...
dans un gros chéquier, là, bonjour la Banque des Territoires. Donc voilà, les moyens, ils sont là. On sait que c'est vous tous acteurs de la Banque de Territoire. Les entreprises, elles sont là aussi, elles sont prêtes. Ouais, Les on consommateurs, va les citoyens, sans doute aussi. Donc maintenant, c'est comment vraiment on accélère. Merci pour cette réponse rapide. À côté de la plaque. C'est pas rapide du tout. Allez, on va poursuivre parce qu'effectivement, on a seulement une demi-heure ensemble. Ensuite, ce sera à votre tour, cher public, parce que vous faites partie aussi de cette table ronde. Donc, un micro circulera. Avant ça, même si la définition est un peu compliquée, Maud Caruel, on va le dire, on va le rappeler, vous êtes vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine, une région qui a donc fait du réemploi son fil rouge. Expliquez-nous finalement comment ça se traduit. Alors, du réemploi et de l'économie circulaire, Oui. en tout cas. Voilà. Les régions, elles construisent leur schéma de développement économique. Hein. On l'a voté l'année dernière. Et dans ce schéma de développement économique régional, on y a inscrit fortement l'économie circulaire. C'est une vraie volonté, en tout cas, de développer et de massifier et d'être dans cette logique d'économie circulaire à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc dans ce cadre-là, on mène des actions et comme le dit Emmanuel, il faut qu'on amplifie ces actions et qu'on soit véritablement dans cette logique d'usine circulaire aussi. Hein, on parle de réindustrialisation, donc d'usine circulaire. Donc nous, on mène auprès des entreprises des soutiens financiers, des accompagnements pour aller vers l'économie circulaire, vers le réemploi. On a plusieurs exemples en région Nouvelle-Aquitaine qu'on a accompagnés comme ça pour véritablement créer ces nouvelles activités économiques parce que c'est aussi derrière voilà, des nouveaux métiers, des nouvelles formations aussi qui se créent. Enfin, c'est tout un écosystème au final qui va venir enrichir nos territoires. Et donc, la région Nouvelle-Aquitaine ne pouvait pas passer à côté et donc est présente sur cette thématique de l'économie circulaire et du réemploi en particulier. Et vous accompagnez notamment les recycleries et les ressourceries. Voilà. Pourquoi finalement Ça, c'est des financements dans un premier temps qui se sont faits avec l'ADEME, bien évidemment, hein, qui a développé ça. Donc, c'était des cofinancements pour développer les recycleries et ressourceries sur les territoires. On est maintenant en financement solo, puisque l'ADEME voilà, est sur d'autres priorités au niveau de l'économie circulaire. Et là, c'est vraiment la volonté on est à peu près 200 ressourceries, recycleries sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vraiment des besoins en fait en territoire. Voilà, c'est des collectifs qui se sont créés avec ce besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos flux? Arrêtons de jeter, posons-nous les questions et créons des recycleries, ressourceries. Donc bien évidemment, on les a accompagnés pour qu'elles se développent sur ces territoires-là. De là est née aussi une tête de réseau, Renette, qui justement accompagne au développement, à la formation de ces ressourceries, recycleries, de ces agents valoristes, etc. Oui, etc. Vous donnez donc la locomotive est derrière. Voilà, c'est ça. C'est une structuration en fait de filière et c'est vraiment important. J'ai aussi en tête un projet important parce qu'il n'y en a pas partout en France. C'est une structure d'insertion également parce que c'est vrai qu'on voit aussi pas mal de tout ce qui est autour de l'économie circulaire. Et il y a quand même beaucoup, et c'est pour ça que j'ai la double casquette aussi ESS, éco-circulaire. Il y a beaucoup de structures d'insertion qui sont dans le domaine de l'économie circulaire. Et là, on a une grosse entreprise d'insertion qui s'est montée sur Bordeaux Métropole et qui est dans la collecte et le conditionnement de tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Voilà. Justement, donc, soit remettre en état, soit démanteler pour que derrière la matière soit réutilisée ou les panneaux photovoltaïques soient réutilisés. C'est une vraie belle entreprise qui s'est créée. Je crois qu'il n'y a que 2 en France. Donc, on est vraiment fiers. Voilà. Et petit à petit, on voit comme ça de différentes expérimentation et développement de structures dans le réemploi. Et on aura l'occasion avec usage parce que voilà aussi on est en contact. D'autres exemples. Alors on le voit, il y a des territoires qui sont déjà dans l'action et locomotive. C'est pas toujours le cas. Étienne, il faut parfois aussi convaincre encore les collectivités dans ces cas-là. Quels sont finalement les arguments? Alors oui, il faut convaincre. Alors au moment où la loi AGEC est passée, donc il y a maintenant quelques années,
j'avais compris donc que 20% du matériel informatique, nous on reconditionne du matériel informatique, 20% du matériel informatique des structures publiques devait être du matériel reconditionné. Et donc j'ai été étudié sur les études. Et en fait, ça représente quoi le matériel informatique de l'ensemble des structures d'État? Et ça représente grosso modo chaque année 1 milliard d'euros. Une fois que j'avais ce chiffre, j'ai additionné l'ensemble du chiffre d'affaires de l'ensemble de mes concurrents et le mien. Et j'arrivais pas à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en 4 ans, il a fallu, et c'est loin d'être terminé, il a fallu structurer cette filière qui n'existait pas ou qui balbutiait ou qui voilà. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas certain que l'ensemble de l'addition de tous les reconditionneurs français sur le matériel informatique fasse 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne suis pas du tout certain. Donc on est encore loin d'être arrivé au bout. Donc il y a une première force de conviction qu'il faut avoir, qui est, est-ce qu'il y a une loi, il y a des collectivités publiques qui sont demandeuses, et est-ce qu'en face, il y a des industriels, il y a des structures locales, régionales, nationales, qui sont capables de répondre à cette loi et à la volonté des structures publiques. C'est un premier sujet. Deuxième sujet, et vous l'avez dit, le réemploi, l'économie circulaire, elle touche en particulier des personnes fragiles, soit en insertion, soit quelquefois en situation de handicap. Chez Ecoder, l'entreprise que je dirige, on est aussi une structure sociale. Donc en fait, on a une filière qui doit s'organiser et qui est parfois tirée, et on voit que c'est quand même assez souvent tiré, par des structures sociales. Alors vous imaginez le directeur informatique de la ville de Paris, on est ici à Paris, voilà, et qui se dit, OK, il faut que j'achète 20% de mon matériel informatique en matériel reconditionné. Et il sait que ce matériel reconditionné, il est reconditionné par des personnes en situation de handicap. Lui, sa préoccupation, c'est que son matériel, il n'est pas dans merde avec, et que ça fonctionne. D'accord ? Lui, tout ça, c'est très beau, mais moi, j'ai l'informatique de la ville de Paris à faire fonctionner. Et alors, comment vous Et alors là, c'est un problème, parce que s'il commence à communiquer en disant, voilà, j'ai trouvé du matériel reconditionné, regarde comme il est beau, mais il est reconditionné par des personnes en situation de handicap, ils ont tous un peu l'air... Voilà. Chaque utilisateur de matériel informatique, il ouvre son carton, il se dit, mais elle est où la merde ? Il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas où, mais il y a un truc qui ne va pas. Bien. Donc il y a une structuration de quantité et il y a une structuration de process, de qualité, de faire en sorte que le matériel qui est réemployé, qui passe dans cette économie circulaire, elle soit autant que possible au même niveau que du matériel neuf. Et là, il y a un autre challenge qui est un challenge démentiel, parce qu'on part avec quelques inconvénients supplémentaires quand on rentre dans une boutique Apple. Et donc tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il faut convaincre les autorités publiques et puis d'une manière générale tous les utilisateurs capables d'acheter et de se pourvoir en matériel informatique pour ce qui me concerne. Voilà quels sont les enjeux et ils sont importants. Alors, puisqu'on parle d'enjeux, Emmanuel Auberger, qu'est-ce qui bloque? Parce que ça bloque encore finalement. On va y venir après, finalement, aux vraies actions. Mais puisqu'on est sur les freins, qu'est-ce qui bloque finalement encore? Juste un tout petit mot pour expliquer ce que fait Usage. Donc, nous, on développe des solutions industrielles pour les emballages. Voilà, donc en fait, dans tous les emballages, là, j'en ai dans notre quotidien, les emballages alimentaires. Donc, on va traiter à la fois pour de la restauration scolaire, de la restauration comme on a ici. Là, on va faire un grand festival ce week-end, We Love Green. Je ne sais pas si vous y allez. Voilà, on va laver tous les gobelets réemployables. C'est quand même 400 000 sur un week-end. Ce serait un peu mieux qu'il fasse beau plutôt que la pluie, mais bon, c'est un petit détail. C'est un autre débat. Voilà. On lave aussi des choses qui servent dans la restauration et des bouteilles que vous allez acheter dans les supermarchés. Voilà, nous, notre métier, c'est de concevoir, d'ouvrir et de gérer des centres de lavage. Donc, on en a un déjà en Seine-Saint-Denis, à Neuilly-sur-Marne, un autre à Avignon, et on est en train d'ouvrir le 3e à Strasbourg grâce au soutien de mes investisseurs, dont la Banque des Territoires et le Fonds France 2030. Voilà, donc, moi, je rebondis d'abord là-dessus. Nous, on crée de l'emploi industriel, non délocalisable, ouvert. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on ouvre à l'insertion. Qu'est-ce qui bloque ? Je pense que c'était bien évoqué par Emmanuel et Maud en introduction. Tous ces systèmes d'économie circulaire, on sort d'une économie linéaire qu'on a beaucoup travaillé et optimisé pendant 50 ans. Moi-même, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le groupe Saint-Gobain dans les emballages. Le but, c'était que les bouteilles en verre soient recyclées à la fin. Là, il faut s'occuper de récupérer, de réorganiser, un petit peu comme disait Étienne, la récupération, ensuite, nous, de laver. Et donc, ça suppose, et c'est là où ça bloque, une coordination entre le metteur à marché, l'industriel de l'alimentaire qui vous fournit... dans le supermarché, le distributeur qui va organiser le retour et qu'on arrive à trouver tout ça dans une logistique relativement optimisée.
Par contre, c'est très très vertueux. Hein, c'est démontré à la fois par des études de l'ADEME. C'est vertueux en termes de création d'emplois. Nous, on a créé une 50aine d'emplois au total en équivalent temps plein. C'est vertueux en termes environnementaux, comme l'a dit Emmanuel. Enfin, c'est très clair. Donc, on se demande un peu qu'est-ce qu'on attend. Et dans la loi AGEC, 2023, on devait être à 5% d'emballage réemployable. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas trop de chiffres, mais on est probablement autour de 1. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail. En fait, je vais être très clair, il faut mettre un gros coup de pied au cul en fait, au système de l'économie linéaire pour qu'il change. Ouais. Alors malgré tout, il y a des solutions, vous en êtes l'exemple tous les deux, et à l'image finalement de ces deux sociétés, le paysage des pôles économiques va également évoluer. C'est le cas sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, Maud. Sur le fait qu'il y a notamment ICOS à Bordeaux. Ah oui, d'accord, oui, sur des pôles d'économie circulaire, effectivement. Qui... Les pôles économiques ont finalement aussi changé complètement, et changé de visage presque. Voilà. Qui se créent, effectivement, on a pas mal de pôles économie circulaire qui se sont créés et qui sont dans la réflexion pour aussi se créer. On a l'exemple donc de ICOS, qui est un regroupement d'associations qui travaillent dans l'économie circulaire sur Bordeaux, qui là sont sur un terrain en construction, en devenir, pour vraiment centraliser en fait les flux et augmenter les flux en matière de réemploi. Donc là, c'est vraiment un projet que l'ensemble des collectivités accompagnent, que l'ADEME également au niveau national accompagne. On est à plus de 16 millions d'euros. Et on a un autre aussi projet de ce même type, mais plus réduit, sur le Niortais, les ateliers du Rond-Point, où pareil, ce sont des associations qui se regroupent dans l'objectif de détourner un maximum de flux et de le réemployer. Et aussi des syndicats de traitement des déchets qui sont aussi dans ces logiques de pôle d'économie circulaire, parce qu'on sait que ça coûte pour les territoires, donc il faut trouver des solutions et chacun se mobilise en fait pour créer ces différents pôles. Donc c'est des vraies belles réussites sur nos territoires, et il faut qu'on continue à les accompagner. On a fléché les fonds européens, fonds FEDER, sur une ligne économie circulaire, pour aussi accompagner puisqu'on gère au niveau de la région ces fonds, pour accompagner ces développements de pôles économie circulaire. Voilà, on est présent dans ces pôles-là, pôles de réemploi et économie circulaire. Et justement, puisque vous parlez de belles réussites, on va revenir vers vous avec ces deux entreprises. On a parlé de ce qui pouvait freiner. Vous êtes des personnes qui ne freinaient pas, bien au contraire, qui accéléraient les choses. Si on revient avec vous et Ecoder, comment ça se passe concrètement? Vous récupérez le matériel, c'est local, ça revient au même finalement? Comment ça se passe? Alors on a fait le choix... Nous, on est véritablement très engagés socialement et écologiquement. Donc, c'est un choix délibéré qu'on a voulu. Voilà. Ouais. Donc, on ne rémunère pas de dividendes. Voilà. Et on a un rapport entre la personne la mieux payée et la personne la moins bien payée chez Ecoder qui est aux alentours de 3,5. Donc, on a posé notre relation avec l'argent de manière très précise. Notre sujet à nous est d'accompagner socialement les personnes fragiles et de reconditionner un maximum de matériel. Donc, dans cet axe-là, dans cette perspective-là, on a une double contrainte. Il faut qu'on devienne industriel, il faut arrêter de bricoler, d'accord ? Mais pour autant, il faut continuer à être écologiquement responsable. Et donc, nous, on a fait le choix d'être, alors pour l'instant, régional. Donc, on aurait eu beaucoup intérêt à mettre un énorme site de production dans un endroit où l'immobilier est pas cher, et puis mettre tout le monde en ligne, et puis on aurait produit des milliers et des milliers de machines par jour, par mois, par année. On a fait un choix un peu différent, on s'est dit, c'est mieux si on collecte localement, si on reconditionne localement, et si on revend localement. Voilà. Et donc on a fait ce choix, on a 2 sites en région parisienne, bon, on est parisien d'origine, et puis on a un site à Marseille, un site à Lyon, maintenant un site qui est en phase d'émergence à Nantes, et on a une perspective d'ouvrir un site à Lille, d'ouvrir un site à Strasbourg, et pour être sur le affinité. L'idée, c'est d'être local. véritablement présent sur les territoires pour avoir une réponse adaptée. Parce que par ailleurs, il y a un autre truc qui se passe avec cette histoire de loi AGEC, c'est que tout le monde, dans le monde entier, a vu la loi AGEC. Et il y a des producteurs de matériel reconditionné roumains, polonais, thaïlandais, etc., qui ont aussi vu la loi AGEC. Et qui aussi reconditionnent du matériel dans leur pays. Et c'est pas tout à fait la même histoire.
C'est pas la même histoire de reconditionner du matériel en Thaïlande ou en Roumanie que de le reconditionner, je sais pas, dans le Niortais ou. France, ouais. C'est pas exactement pareil. Donc on a fait ce choix-là d'avoir une posture qui soit écologiquement la plus responsable possible. Donc, Voilà. c'est-à-dire que concrètement, une collectivité qui vous redonnerait du matériel un peu endommagé, Mhm. vous le retravaillez, et potentiellement la même collectivité peut avoir à nouveau son matériel. Ah oui, exactement, Hein, exactement. En fait, plus les choses sont simples, mieux elles sont. Hein, donc, on collecte, on reconditionne, on revend. Et si c'est la même personne chez laquelle on collecte et chez laquelle on revend, c'est encore mieux, c'est beaucoup formidable. plus facile, ça demande moins d'efforts commercial. C'est parfait, c'est la panacée universelle. Ça n'arrive pas toujours, mais c'est la panacée universelle. Parce que d'une manière générale, ce dont on se rend compte, c'est que le déchet, il y a 10 ans, lorsque j'ai repris Ecoder, le déchet, on nous payait pour aller le chercher. Maintenant, il faut payer pour avoir du déchet. Ouais. Donc en fait, le modèle s'est quand même retourné. Hein. Il y a 2-3 sujets Comme quoi on avance, qui ont même si on est rentré, loin qui des sont rentrés objectifs. qui sont rentrés en Emmanuel, même en si on tension. est effectivement loin des objectifs, ça avance. Alors ça avance, mais là, c'est en entendant les quelques interventions, nous, on essaie maintenant aussi de trouver des idées, puis d'avoir des propositions qui permettent d'avancer. On voit dans les différents sujets, il y a un sujet foncier déjà. Si on veut faire de la proximité, si on veut avoir des entrepôts, tous les systèmes logistiques, etc., il y a un sujet de foncier. C'est pour ça que nous, on propose un système d'industrie à le loyer modéré. Alors, on trouvait que le nom était simple, mais l'idée, c'est ça, à destination des entreprises ESS et économie circulaire, avec la possibilité pour les collectivités d'avoir une forme d'organisation qui permette d'avoir ce maillage territorial. Et ça, on va en avoir besoin pour réemploi des contenants. On en a besoin aussi pour les questions de recyclage textile, reconditionnement partout. Enfin, c'est un vrai sujet. Et le foncier est cher et pas très disponible. Donc ça, il faut vraiment qu'on accélère. Commande publique, un truc tout bête déjà, commencer à élargir aussi le champ. Parce que les objectifs du décret de l'article 58 pour les initiés, ils ne sont pas pour l'ensemble des acteurs publics. Et je pense que tant que l'ensemble des acteurs qui relèvent du droit de la commande publique ne sont pas concernés, on y aura du mal à aller beaucoup plus vite. Quelques sujets aussi, là vous évoquiez le fait de récupérer et revendre. Par exemple, si une collectivité donne à une structure de l'ESS, elle n'a pas le droit de revendre derrière. Elle est censée redonner. Et c'est un sacré frein. Alors, en fait, on s'arrange, mais il faut arrêter de s'arranger là. Il faut que ça puisse être calé. Donc, il y a quelques textes qui arrivent là-dessus qui doivent permettre vraiment d'être des game changers, pour parler un peu Startup Nation quand même. Mais voilà, on doit pouvoir lever des freins. On les connaît tous là. Ça y est, là, depuis le temps, on a des sujets territoriaux, etc., fonciers, financement, etc. On lève, on accélère et on met tous les fonds FEDER, c'est super, ça, sur l'économie circulaire comme en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, Je voulais aussi dans les freins, les assurances. Sur le réemploi des matériaux du bâtiment, c'est vraiment une question, c'est-à-dire les matériaux qu'on réemploie dans nos constructions et notamment au niveau des collectivités publiques, on a cette obligation de 20%. Derrière, les assurances, elles sont un peu frileuses à assurer justement des matériaux de seconde main. Alors ça va s'arranger, ça va s'arranger. La Cour de cassation. Mais en tout cas, il y a vraiment un vrai travail à faire aussi à ce niveau-là, pour vraiment qu'on massifie, sinon on n'y arrivera pas. On l'a bien compris, il y a tout un... Oui. Ouais, c'est vraiment le sujet de massifier, parce que on l'a bien compris, nous on crée, avec Cession de l'emballage, on crée une infrastructure pour un territoire. Donc on va pouvoir traiter tout un tas de types d'emballage. En fait, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des volumes. Voilà, de manière à être de plus en plus compétitif. Sur certains segments, le réemploi des emballages, par exemple sur les bouteilles en verre, c'est déjà plus compétitif que l'usage unique. Sur d'autres, notamment quand on se compare au plastique, c'est pas encore tout à fait là, mais il y a beaucoup d'études, notamment portées par Citeo, par l'ADEME, qui montrent que le réemploi, outre ses vertus environnementales, c'est plus compétitif économiquement. Et comme nos ressources vont aller en se réduisant, les emballages à usage unique vont de toute façon coûter de plus en plus cher. Et donc, c'est une évidence pour tout le monde. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous, comme acteurs, on soit prêts à être très industriels. C'est la même chose que on voudrait qu'on soit tout de suite hyper compétitif. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide publique, l'aide de l'ADEME. Mais là, moi, je voudrais insister sur, en tout cas, ce qui est les contenants alimentaires. Il n'y a plus du tout de frein. Il n'y a plus de frein technique, il n'y a plus de frein juridique. Nous, le problème pour que ça s'active, c'est qu'il faut que les distributeurs et les industriels de l'alimentaire se mettent d'accord pour que vous le trouviez dans les supermarchés. Voilà. Oui, c'est ça, parce que si on parle effectivement un petit peu plus de vos activités, il y a les emballages, il y a aussi dans les cantines. Absolument, on traite, là c'est la loi EGalim, c'est l'interdiction des barquettes en plastique pour réchauffer dans les cantines scolaires. Alors, j'étais au forum Agores des collectivités locales qui s'occupent des cantines ce matin. Au 1er janvier 2025, donc maintenant dans 6 mois, les contenants en plastique sont interdits pour protéger les enfants
notamment dans les écoles maternelles et primaires, des perturbateurs endocriniens qui viennent à chaud des plastiques. Je vois plein de têtes qui hochent, donc je vois des gens qui connaissent le sujet. Voilà. Et donc nous, notre contribution, c'est que ces cantines passent au bac en inox. Ça fait beaucoup de volume à traiter, et donc il faut qu'ils aient des solutions comme nous, externalisées de lavage. Voilà. Donc c'est ce qui... c'est notre principale activité aujourd'hui, hein, à Neuilly-sur-Marne, comme à Avignon. Ce sera aussi probablement notre principale activité à Strasbourg. Voilà, donc là, on a un double enjeu. On a un enjeu de santé publique en plus de l'enjeu environnemental. Mais par contre, les enfants mangent à la cantine tous les jours. Donc là, il faut être capable de faire des rotations du jour pour le lendemain. Donc il faut une vraie proximité. Donc il faut vraiment un maillage territorial pour qu'on y arrive. Et justement, puisqu'on parle de maillage territorial, Emmanuel, finalement, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le lien avec la Banque des Territoires? On a compris, il y a un partenariat, mais il se traduit comment finalement? Alors, entre nous, on est, enfin moi INEC, je représente une association, on est 10 personnes de santé. Donc, alors, je me permettrai sûrement pas de parler au nom de la Banque des Territoires, mais ce qu'on voit, enfin si on résume un peu, on a besoin enfin résumer c'est toujours compliqué, mais de territorialisation. La Banque des Territoires, comme son nom l'indique, et d'ailleurs le fait que la Caisse des dépôts ait choisi aussi ces intitulés-là, ça a du sens, quoi. Enfin, l'idée c'est maintenant, si on est sur des logiques de transition écologique, de transition même énergétique d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est au niveau du territoire. Donc c'est là que ça doit se passer. Et la bonne solution en Nouvelle-Aquitaine, ça ne sera pas la même bonne solution à Strasbourg ou ailleurs. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir en fonction de l'existant et pas en fonction d'un système qu'on fantasme et qu'on déploie. Première chose. Après, il y a ces enjeux d'accélération financière. Enfin, on voit quand même que si on veut être en capacité d'accélérer ces solutions, il faut qu'on décide où on met le paquet. Et là, on en est là. On veut du réemploi, et ben on finance le réemploi, et massivement. Et quand des acteurs, des investisseurs publics, ils mettent le paquet sur un sujet, ça rassure aussi l'investisseur privé qui se dit attendez, si j'ai une loi, un truc et tout, enfin, les investisseurs, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'insécurité législative et d'être les premiers. Hein. Donc s'il y a déjà un acteur un peu solide, enfin, je pense que la Caisse des dépôts en fait partie quand même, et un vrai message qui est apporté en termes réglementaires, dans des traductions territoriales, etc., là, on a vraiment la possibilité de changer tout. Et ouais, d'aller bousculer un peu les assurances, c'est clairement aussi. Peut-être avant de vous donner la parole à vous, cher public, peut-être une question, Étienne. Est-ce que, puisqu'on parle de réemploi, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une limite au réemploi? Est-ce qu'on ne peut pas toujours réemployer quelque chose, non? Alors oui, il y a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réemployer indéfiniment. Hein. D'abord, il y a la limite organisée par les constructeurs de neuf. Là, on vient de voir arriver Windows 11. Donc Windows 11, c'est très bien parce que ça donne des ordinateurs très sécurisés, mais ça exclut tous les ordinateurs qui sont antérieurs à 2018. Donc de fait, tous ceux qui sont pas, ceux qui 2017, 2016, tous les ordinateurs qu'on utilise, ils sont pas compatibles Windows 11 et donc pas compatibles Windows 11. Au revoir, madame. Voilà, donc il y a une obsolescence programmée quand même un peu organisée. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Voilà. Et puis deuxième chose, en effet, il y a un moment donné où l'ordinateur il devient vieux et donc voilà. Alors nous, on appelle ça des tours de manège. Il y a un premier tour de manège qui est le tour de manège du neuf. Donc après, on collecte. On fait un deuxième tour de manège, on reconditionne et on remet en service. Et puis on essaie de faire un troisième tour de manège, soit de même nature, soit vers des publics différents. Donc il y a un public différent qui est l'éducation. On met à disposition du matériel informatique dans le domaine de l'éducation. Et là, il y a sûrement un troisième tour de manège qui peut être réalisé. Et puis, il y a peut-être un quatrième tour de manège ou un troisième et demi, ou je sais rien, mais peu importe, auprès de tout un pan de la population en France qui n'est pas capable d'acheter un matériel informatique à la FNAC. Et qui a 20 euros de budget, ou 50 euros de budget, ou 10 euros de budget, ou pas de budget du tout, mais qui a quand même besoin de matériel informatique. Et qui s'en occupe? Enfin, qui répond à cette injonction-là? Là encore, il est nécessaire que ce réemploi, cette économie circulaire, elle puisse fonctionner à plein et être capable de proposer quelque chose. Mais on le propose d'autant mieux qu'il y a eu les deux tours de manège précédents. On a bien compris qu'il fallait un peu qu'on gagne un peu notre vie pour continuer à nous développer. On est bien d'accord, le réemploi ne veut pas dire moins bonne qualité. Ah oui. Je répète, le réemploi ne veut pas dire moins bonne qualité. On est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. On a oublié de parler des éco-organismes, ceux qui collectent l'écotaxe, parce qu'on a parlé de moyens financiers. Effectivement, les collectivités territoriales peuvent accompagner, les fonds européens, la Banque des territoires, mais il y a aussi les éco-organismes. Un seul me suffisait. Non, c'est bon, oui. Qui collectent l'écotaxe et qui sont là aussi pour venir financer des projets en territoire.
Donc nous, la région Nouvelle-Aquitaine, on est en train de travailler avec ces éco-organismes. Il y en a une vingtaine sur différents domaines qui interviennent en région Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de travailler avec eux sur des projets de territoire et de venir en complémentarité au niveau du financement. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, c'est un contributeur potentiel pour nos territoires. Ouais, c'est ça. En particulier le plus gros d'entre eux, qui est Citeo, celui des emballages, qui a un budget de 1 milliard d'euros par an. Donc 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Ouais. Et on va ouvrir évidemment le micro pour vous permettre de poser vos questions, cher public. Profitez-en. Nous avons un plateau d'exception aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des questions pour nos invités? On peut même des témoignages, pourquoi pas aussi, hein. Tant qu'il n'y a pas de questions. non, le temps que ça passe le micro. Je me rends compte, j'ai oublié vraiment de parler d'un sujet, je pense, qui nous intéresse tous ici. On parlait là bien aussi de réemploi solidaire. Et là, on est dans un moment qui est assez crucial quand même. Au fur et à mesure que le réemploi, le reconditionnement, ça devient un marché, il y a du non lucratif et il y a du lucratif. On le voit dans le textile, etc. On a des... l'espace économique du réemploi peut être assez déstabilisé aussi par le fait que d'un coup, ça devienne un modèle économique, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'alors en termes de proposition de valeur, en tout cas sur la durée. Donc il y a vraiment aussi, peut-être, je ne sais pas le bon terme, mais quelque chose à protéger, quoi. Le réemploi en France, il s'est créé, ça a été dit, ça s'est créé avec l'insertion. Ça s'est créé sur l'ESS. Et si on n'arrive pas à protéger ça, cette spécificité au fur et à mesure que justement le réemploi, ça devient attractif, le reconditionnement, la réparation et tout, on aura vraiment perdu quelque chose. Donc il faut aussi qu'on soit tous collectivement très vigilants à garder cette spécificité française. On n'en a pas que des chouettes. Bon, celle-là, elle est bien. Mais que ça ne devienne pas du réemploi washing, pour reprendre ça. Ouais, mais oui, exactement. Alors, les trucs qui partent à Tataouine. Enfin, je vais arrêter avec Tataouine. Oui, c'est en Roumanie. Voilà, ça c'est plus vrai. Non, c'est une vraie expression, Tataouine. Ça existe en fait. Mais c'est un peu l'expression, c'est comme si j'avais 84 ans, quoi. Effectivement, que je n'ai pas. Pardon, je vous laisse. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Oui, on vous entend bien, C'est bon. Je suis maire adjointe dans une ville d'Issoudun, Centre-Val de Loire, 12 000 habitants, en territoire d'industrie. Nous, on souhaite vraiment lancer l'ESS sur notre territoire, mais on a très très peu d'acteurs, très peu d'associations, voire pas du tout. Et du coup, quelles sont les solutions pour un territoire comme le nôtre pour initier, amorcer ou accompagner des associations ou des structures qui existent déjà et qu'on pourrait dupliquer sur un territoire comme le nôtre, qui est un territoire rural et, comme beaucoup, pas forcément hyper attractif. Malheureusement en termes d'emploi. Donc voilà. Donc là, nous, on a une vraie question à ce sujet-là. On voudrait, pour le moment, on ne sait pas sur qui s'appuyer. Ouais. Qui souhaite répondre Moi, je veux bien répondre par l'exemple. Et puis après, Maud, peut-être, bien sûr. C'est plus votre rayon, mais là, par exemple, alors c'est vrai que c'est plus une agglomération urbaine, mais pour cette question des bacs en inox de cantine scolaire, Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Priest, donc des communes autour de Lyon, se sont regroupées pour faire un appel d'offres commun, qui fait que pour nous, il y a suffisamment de volume pour regarder une implantation. Voilà. Donc faut sortir peut-être même au-delà de certaines barrières politiques parfois, discuter entre ces principes un peu de la métropole. Voilà, nous, on a beaucoup d'interlocuteurs plutôt au niveau des métropoles. J'étais la semaine dernière à Marseille. Il faut mettre la métropole d'Aix, Marseille et Marseille ensemble. C'est pas facile, mais c'est faisable. Pour effectivement créer ces infrastructures dans des territoires. Alors, après, il y a Oui, c'est des gros territoires. Ouais. Nous, ça vous parlait de grands territoires en termes de population et même géographiquement. Nous, le département fait 210 000 habitants et à l'échelle de notre communauté de communes, on n'est pas agglo, c'est 20 000, 22 000 habitants, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Spontanément, moi, j'ai un truc comme ça, envie de partir plutôt d'un besoin que de la réponse économie circulaire ou ESS. Choisir quelque chose où il y a un besoin et de voir si effectivement il y a une réponse des acteurs. Après, il me semble avoir vu passer quelque chose là dans mes mails cette semaine, je ne sais plus si j'y ai répondu déjà, sur justement les questions économie circulaire et ruralité. Donc il y a l'air d'avoir un appel à projet qui se crée quelque part. Je ne sais pas si c'est un truc à vous ou... Bon, ça me reviendra, ouais. je vais vous dire. Justement, parce que c'est un vrai sujet, l'accompagnement, parce que là, on voit bien qu'à chaque fois, on est sur des sujets de la bonne échelle, et à un moment, vous n'allez pas commencer à lancer une usine à gaz pour 3 personnes. Quoi. Donc, il y a un seuil, en fait. Il y a un seuil. Ouais. Donc, ça peut être aussi une forme de spécialisation territoriale. C'est pour ça, partir d'un besoin, en disant, voilà, il y a un besoin qui peut être assez simple. Nous, le truc, alors qu'on conseille parfois, c'est de partir aussi d'un espace. De se dire, par exemple, les écoles.
Sinon, je veux de la circularité, je veux de l'ESS, je veux des trucs. Je regarde mon école, mes écoles, quand même, 20 000, on va avoir quelques-unes, hein, en disant qu'est-ce que je peux faire en matière d'économie circulaire, en matière de ressources, en matière de lutte contre le changement climatique, en termes de tout ce que je veux, sur mes écoles, et de regarder comment ça engage derrière. Ça permet d'engager les gens parce que c'est un espace qu'on connaît bien. Ça permet aussi de créer de l'appétence citoyenne parce que c'est un truc qu'on connaît bien. Et globalement, ça permet de rentrer dans les sujets de politique d'achat et tout. Donc, pas forcément d'inventer un truc nouveau, mais de regarder comment on transforme un espace qui est existant, de voir comment le panneau de basket dans la cour de récréation, peut-être, il peut venir de structures de reconditionnées, comment on peut acheter des crayons de couleur pour les maternelles qui sont plutôt made in France plutôt que made in China, comment on peut travailler sur les meubles, les trucs. Enfin, en fait, c'est pas mal de choses et ça permet d'avoir une première entrée et de voir comment, sur des sujets comme ça, on arrive à activer des écosystèmes à la fois de circularité et de solidarité au niveau global, avec voilà, vraiment une vraie spécialisation territoriale. Ça marche plutôt pas mal, parce que ça crée un peu d'engagement. Après, on fait la fête d'école zéro déchet et tout, ça fait plein de choses un peu chouettes. Et est-ce qu'il y a, je peux donner un exemple peut-être. Alors, on n'est pas sur la même taille, mais en tout cas sur le Lot-et-Garonne, sur l'agglomération d'Agen. Le besoin, c'était comment on traite les déchets et il voulait évidemment travailler avec des structures de l'ESS. Donc, ce qui s'est fait, c'est des rencontres en fait entre l'agglo d'Agen et les différentes structures de l'ESS pour eux montrer les besoins qu'ils avaient et en face, qu'est-ce que les structures, les associations pouvaient proposer, mettre en œuvre pour réduire le déchet ou par exemple au niveau du biodéchet, hein, l'obligation de collecte et de traitement du biodéchet, comment chacun se positionne, est-ce qu'il pouvait ou pas. Donc il y a eu un travail comme ça de concertation et de rencontre avec les associations et ensuite derrière de la commande publique, de la sécurisation aussi au niveau financier parce que c'est ça aussi le souci des associations. Donc il y a eu vraiment un gros travail sur une année à savoir qui pouvait faire quoi et du coup comment l'agglomération pouvait accompagner ces structures pour être présente et existante et puis pérenniser l'action. Donc ça peut s'imaginer sur votre territoire si vous avez des associations. Très peu, c'est ça le souci, c'est qu'on a très peu d'associations. Et alors on a peut-être une action, une réponse sur le sujet de la ruralité peut-être. Est-ce qu'on peut avoir le micro? En tout cas, ça peut être du temps long. Hein, ça c'est important aussi de le rappeler. Peut-être une réponse sur le sujet de la ruralité? Alors, surtout une réponse sur le Centre Val-de-Loire. En fait, il y a une association qui s'appelle l'Institut Territoire Circulaire et qui organise beaucoup de visites apprenantes entre associations de l'ESS sur l'économie circulaire. Et bon, j'ai participé à une et c'est vrai qu'ils ont semblé très esselés un peu par rapport aux collectivités. Donc, il y a peut-être quelque chose... Exactement ça, se rapprocher des associations, voir ce qu'ils font en territoire pour ensuite voir comment, réunir les acteurs en fait pour organiser des filières. Et ça, justement, ça enchaîne sur une question que j'avais, c'est comment est-ce que entre territoires, on peut peut-être essayer d'inspirer et d'essaimer ces modèles, puisque nous, on constate au niveau national que c'est très, très disparate en fonction des volontés presque un peu individuel quelque part. Coup de pied au cul, ça c'était la profession. Alors oui, et sinon moi, je sais pas, je dirais c'est le boulot de l'INEC de présenter ce qui se fait en territoire et de valoriser. Non, mais en tout cas, il faudrait pouvoir aller chercher l'information, alors tout, c'est pas du copier-coller possible, hein, puisque chaque territoire est différent, comme le disait Emmanuel, mais véritablement diffuser ces pratiques en territoire et les visites apprenantes, c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de voir ce qui se fait et de l'imaginer sur son territoire après, quoi. Mais après, je vais être un peu obsessionnelle, mais je trouve que rentrer par la commande publique, c'est des budgets qui sont déjà là, quoi. Enfin, donc de toute façon, on va voir, on regarde ces achats publics. Tout niveau. On regarde aussi d'ailleurs tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est truc, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on rénove, tout ce qu'on approvisionne énergétiquement, sa piscine, son machin, son truc. Et à chaque fois, on regarde ligne par ligne comment on peut faire plus mieux, plus local, plus circulaire, plus tout ce qu'on veut. Déjà, en fait, c'est une bonne entrée. Et là, on arrive à avoir aussi de l'échange de compétences parce que ça permet d'avoir une entrée qui est tout de suite très opérationnelle. Nous, quand on commence à rentrer, qu'on est obligé de faire tout le truc, l'économie circulaire depuis Socrate et tout, enfin bon, c'est sympa, mais il y a un petit temps quand même pour la mise en place. Je trouve que l'intérêt de l'achat public, c'est que de toute façon, c'est des lignes qui existent déjà et ça déroule, quoi. Et après, on arrive à voir... c'est pas Socrate, mais il y en a vraiment dans Aristote, en fait. Je pense ça. On a eu une stagiaire très brillante qui nous avait retrouvé ça. Donc, de temps en temps, on en parle quand on a le temps.
pas le temps là. Là, on n'a pas le temps. Allez, peut-être encore une ou deux questions. En tout cas, on voit l'intérêt de cette table ronde pour aider aussi les personnes dans le public. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question ? Oui. Sinon, on reste là à finir le buffet. Enfin, on est Alors, ce l'associatif, sera l'économie possible. circulaire, le SS, on n'a pas d'argent. Là, on profite pour manger. Ce sera l'étape d'après. Une question. Oui, merci. Alors donc en fait ça concerne plutôt Ecoder. Ma question elle porte notamment sur les aspects cybersécurité en fait du matériel informatique parce qu'on a aussi vu pas mal dans la presse d'articles qui mettaient en garde contre le reconditionnement, l'achat de matériel reconditionné pour les collectivités et notamment le fait aussi de céder son matériel dans des circuits de reconditionnement. Donc je voulais savoir un peu. Bon, j'imagine vous parliez de garantie, de qualité, de ce genre de choses. Mais je pense qu'en effet, il faut que ce soit davantage valorisé parce qu'on a en effet des expériences qui montrent qu'il y a en effet des choses qui peuvent arriver et qui peuvent aller finalement qui ne va pas servir finalement la cause, quoi. Donc, quid de la sécurité ? Alors évidemment. L'informatique, c'est quelque chose de tendu. C'est un prolongement de nous-mêmes. Donc c'est compliqué si on est n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc on est extrêmement contrôlé et il existe aujourd'hui des acteurs qui garantissent complètement la sécurité. On travaille avec l'IRSN par exemple. L'IRSN, c'est donc l'Institut de recherche sur la sécurité nucléaire. On collecte leur matériel. On a longtemps travaillé avec l'armée, on collecte leur matériel. Enfin, donc on a 2-3 sujets sur lesquels on a quand même été très éveillés sur ces sujets-là. Et en effet, on s'est rendu compte que c'était un sujet à prendre très au sérieux. Voilà, maintenant, il existe des modèles références qui ont un coût, mais qui réassurent par rapport à la qualité du matériel qu'on va pouvoir soit se voir collecter, c'est-à-dire que pour que les informations elles n'aillent pas circuler n'importe où, et ensuite, quand on rachète du matériel, qu'on soit garanti aussi que le matériel qu'on achète, il ait les conditions de sécurité qui puissent nous garantir le fait qu'on va pouvoir utiliser ce matériel correctement. Non. Donc en fait, ce sujet-là, il est de mon point de vue, il est traité. Alors, la sécurité informatique n'est jamais un sujet qui est complètement traité définitivement, mais quand même, il est quand même très pris au sérieux. Voilà. On sait maintenant que si c'est pas traité, si c'est pas pris au sérieux, il n'y a pas de marché possible. Sur notre marché, en tout cas, c'est évident. Et je vais rebondir, même si la question n'était pas pour moi. Dans les contenants alimentaires, la question, c'est la sécurité alimentaire. On sert des enfants, donc voilà. Et c'est la même réponse qu'Étienne. En fait, les normes existent. Nous, on a passé une certification qui s'appelle l'ISO 22000 qui garantit la sécurité alimentaire pour avoir en fait avec l'usage unique exactement la même chose qu'a expliqué Étienne avec l'informatique. Donc en fait, les solutions, elles existent. On sait parfaitement maîtriser ces processus, y compris dans des systèmes de réemploi. Par contre, et c'est là où je réagis, c'est souvent un peu l'excuse du journaliste, du machin, pour essayer de freiner le basculement vers l'économie circulaire. On lui cherche un peu plus de poux dans la tête que l'usage unique, que ce soit de l'informatique ou des emballages. Et en fait, aujourd'hui, on a tout à fait le moyen de rassurer les utilisateurs, les consommateurs, que le réemploi ne présente aucun risque. Même les assureurs, si j'ai bien compris. Merci pour cette question et ces réponses. Allez, peut-être une dernière question. Et puis sinon, on va terminer là, parce qu'effectivement, il y a le buffet qui vous attend. Le ceviche est très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. C'était un plateau d'exception, je crois, quand même, pour ce printemps des territoires. Merci à vous. Et puis, évidemment, les échanges peuvent se poursuivre, on l'aura compris, au buffet. On vous invite à garder vos casques et à laisser les boîtiers sur place. Très belle fin de journée à vous tous.